Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Alors, on va y aller maintenant avec notre discussion économique. C'est Pierre Graff qui s'amène, que vous connaissez bien, PDG, regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et Pierre, salut tout d'abord, bon début de semaine. Tu nous avais un peu averti, je vais dire ça comme ça, la semaine dernière, en parlant des différents conflits, en parlant des chiffres de l'emploi, de la récession aux États-Unis, que ça se pouvait qu'on regarde nos placements puis qu'on ait le vertige. Bien, ça a débuté à la fin de la semaine dernière et ça se continue aujourd'hui, particulièrement ce matin là, du côté des bourses européennes et asiatiques. C'est une semaine qui part très fort. Salut Jean-François, Salut. avec notamment le Nikkei, donc la bourse à Toronto, qui a littéralement dévissé avec une perte de 12,4% en une journée. C'est tout simplement la plus grande chute depuis 1987. Ouch. Et en termes de points, c'est le record historique. Donc, on parle même de Black Monday, donc de lundi noir. C'est un événement marquant. On a de nombreuses compagnies qui, évidemment, ont fait les frais de cette journée absolument terrible. Pour les noms très connus, par exemple, Toyota, moins 13,7%, Honda, moins 17,8%. Alors, c'est vraiment inquiétant parce que ça s'ajoute, comme tu l'as dit, à de nombreux autres signes avant-coureurs qui laissent penser qu'on s'en va vraiment dans une spirale assez difficile. Puis évidemment, ben, cette chute-là a été entraînée en particulier par certains de ces indicateurs qui vraiment commencent à littéralement inquiéter et à créer un peu de panique sur les marchés. Pierre, on va revenir aux raisons de la baisse, mais on dirait que c'est une tempête parfaite aussi quand ça baisse ici le vendredi en Amérique du Nord, parce que là, tu as le samedi, dimanche où les bourses sont fermées, puis tout le monde a le temps de mijoter à leurs affaires. Puis là, quand ça ouvre le lundi matin là-bas, c'est comme la débandade. C'est parce que ça n'a pas suivi à un aussi gros ratio du côté des bourses nord-américaines quand même. On parle pas là, d'un moins 12% aujourd'hui. Pas encore, mais évidemment, donc les phénomènes qui ont créé cette tempête sur les marchés asiatiques, même en Europe, ça va pas très bien ce matin. Premièrement, c'est les craintes d'une récession aux États-Unis. J'en ai Mhm. parlé vendredi Ouais. avec les chiffres de l'emploi, l'activité industrielle, vraiment la hausse du taux de chômage. Beaucoup de gens commencent à parler d'un indicateur qui est un indicateur maison qui s'appelle la règle de Sam, sans lesquels ben, malheureusement, il y a toujours une récession qui arrive lorsque le taux de chômage augmente en moins de 3 mois de 0,5%. Et l'autre élément qui est vraiment important, et ça s'est passé au niveau de la politique monétaire du Japon, c'est d'ailleurs assez exceptionnel, c'est la hausse du taux directeur. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le taux directeur était depuis très longtemps à 0%. Donc, il passe de 0 à 0,25%. Et ça signifie qu'il y a un changement majeur dans la vision, dans la politique monétaire vraiment de la Banque du Japon. Et elle avait gardé son taux directeur à 0% vraiment depuis 2008 en enchaînant vraiment des mesures de relance monétaire massive pour injecter du cash dans l'économie, souhaitait vraiment stimuler l'investissement, stimuler la consommation. Et donc, c'est un changement qui est très important et qui marque un tournant au niveau de la politique monétaire. Et qui dit augmentation du taux directeur, bah dit en fait réévaluation donc du taux de change, du yen. Mhm. Et puisque l'économie japonaise mise énormément aussi sur les exportations, bah là, les marchés étaient vraiment inquiets que les entreprises japonaises se mettent à vendre moins parce que dans ce temps-là, ben, ça veut dire que le yen est plus cher sur les marchés. D'ailleurs, il est passé de 146 yens à 142 yens par dollar US juste dans la journée d'aujourd'hui. Et ben, évidemment, ça veut aussi dire que le gouvernement japonais lui emprunterait plus cher. Sauf que Mhm. le problème, c'est que le Japon est déjà endetté à hauteur de 266% de son PIB. C'est un record mondial. Ça veut dire que leur dette est 3,6 fois plus élevée que leur produit intérieur brut. Donc, le service de la dette, les intérêts, le paiement des intérêts pourrait exploser. Bref, c'est une situation qui pourrait être intenable pour le Japon. Et que ce soit donc dans le pays, le soleil levant, ou dans le monde, les signaux sont vraiment au rouge vif en ce moment. On va maintenant parler du VIX. Est-ce que ça se prononce le VIX? Parce que je n'étais pas sûr si c'était un chiffre romain ou si c'était VIX, mais comme j'ai vu VIX Stock, ben, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce. C'est Je connais pas ça honnêtement. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important? Ouais, ben,
Je voulais parler du VIX parce que le VIX, en fait, c'est un indice de volatilité, c'est l'un des plus connus sur la planète et l'un des plus suivis. À la base, il doit son nom à un dérivé du Chicago Board Options Exchange, le CBOE, qui étudie spécifiquement la volatilité, en fait, du S&P, du Standard Poor's 500, la place boursière aux États-Unis. C'est surnommé même par certains l'indice de la peur. Ah ouais, OK. Il permet d'estimer la volatilité et l'incertitude dans un horizon de 30 jours, en fait, qui regarde les options de vente et d'achat de titres sur cette place boursière-là. Et il y a une série de calculs qui s'ensuit vraiment entre les écarts, sur les écarts vraiment entre ces options. Donc la relation est assez simple. Plus l'indice est élevé, plus il y a une incertitude et donc de risque à assumer sur les marchés. Et à l'opposé, ça signifie que la confiance des investisseurs n'est plus là. Mhm. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation en flèche de 135% en une Ouch. journée du VIX. Alors forcément, c'est quelque chose qui devait être partagé parce que c'est exceptionnel et ça, forcément, c'est inquiétant. Ouais. Est-ce que, curiosité comme ça, est-ce que, bon, même ici, là, tu sais, 12% en Asie, mais depuis jeudi, mettons, on doit être à peu près à ça, 12% nous aussi, du côté des bourses nord-américaines. Est-ce que ça a effacé les gains du début d'année? Parce que la bourse avait quand même monté en flèche depuis le début d'année. Alors, pas encore, pas encore. Il faut savoir que lorsqu'on regarde le VIX, vraiment, comme je dis, c'est un indice de volatilité. Donc, ça veut pas dire encore que la catastrophe est arrivée. Exact. Ça dit qu'elle peut s'en venir, d'accord? Mhm. La dernière fois, en fait, que le VIX a été aussi haut, c'était en 2008, juste avant la crise des subprimes et durant le Covid. Donc, c'est quand même un phénomène qui est exceptionnel. Puis, comme tu as dit, une dynamique mondiale inquiétante. J'en parle quand même depuis un mois, 2 mois qu'on est ensemble. Je fais référence à beaucoup d'événements qui créent beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'il est toujours difficile de prédire quand il y aura une autre crise financière. Ça fait même 3 ans que certaines personnes, les prévisionnistes, sont toujours Ouais. plus bearish, puis viennent dire que ça s'en vient, ça s'en vient. Sauf qu'il faut savoir qu'en moyenne, il y a une crise aux 10 ans sur les Mhm. marchés. Donc, à partir du moment où on prévoit une crise, si elle n'arrive pas, eh bien, on se rapproche toujours plus du moment où Ouais. elle va arriver. C'est logique. Et forcément, ben, avec le ralentissement aux USA, le contexte international, la déroute du Japon, les enjeux de dette publique en Europe, pour citer vraiment juste ça, on semble avoir un bon condensé de signaux avant-coureurs. Et ça pourrait faire très mal aussi ici, faut le savoir, parce qu'évidemment, une crise, c'est jamais bon pour personne. Mais il faut savoir qu'en plus, nos gouvernements ont quand même beaucoup de pression Mhm. depuis la COVID. Évidemment, ils n'ont pas misé là-dessus sur leur perspective de croissance et on a peu de latitude vraiment pour faire face à un gros ralentissement. Donc, on va espérer que ce soit pas pour tout de suite, mais vraiment le contexte est de plus en plus tendu sur les marchés partout sur la planète. Et ça, ben, c'est sûr il va falloir le surveiller vraiment au jour le jour. On va terminer ça avec TELUS International qui s'effondre en bourse. Pourquoi une si grande débarque? C'est quelque chose qui est intéressant comme cas, justement, parce que, attachez votre truc, là, on parle de 35% de pertes. C'est Ouch. vraiment une véritable correction pour TELUS International, qui est en fait la branche en solution d'expérience client et en transformation numérique chez TELUS. Ils ont eu, c'est vrai, une petite contraction en termes de vente sur le trimestre, avec un recul de 2%. Mais de là à expliquer vraiment que le titre vraiment perde 35%, plus de 35%, c'est surprenant. Puis c'est en fait, ça s'explique par plusieurs choses. Puis c'est pour ça que je voulais en parler. Bon, évidemment, ce qui est assez évident, c'est que ils n'ont pas battu les prévisions. Ils sont évidemment en dessous en vente. Mais aussi en termes de BAYA, donc de bénéfices avant intérêt et amortissement, impôts et amortissement. Donc, il faut savoir qu'une énorme partie des ventes chez eux vraiment sont liées à deux clients uniquement. Donc, c'est TELUS mère, TELUS la maison mère, déjà, c'est 24,4% des ventes de la filiale de TELUS internationale. C'est évidemment un risque pour toute entreprise d'avoir un client aussi important, Mhm. et encore plus si c'est la maison mère, parce que ça te quoi inquiéter, car ça signifie quelque part qu'on n'arrive pas à générer des ventes, des revenus, à Ben ouais. convaincre d'autres entreprises avec lesquelles on n'a pas de lien. Donc ça, c'est assez important. L'autre gros client, c'est Google, dont la part a augmenté dans l'entreprise en termes de vente, 14%. C'est-à-dire qu'avec deux clients, on est à près de 40% des ventes. Pour une si grosse business qui a réalisé près de 700 millions de ventes au dernier trimestre, c'est majeur. OK? Mhm. L'autre élément, c'est que l'industrie se contracte. Il y a une énorme concurrence dans le secteur et donc des perspectives difficiles
Et dans ce temps-là, ben, on peut s'attendre potentiellement à une guerre des prix. C'est ça, c'est sans compter aussi du contexte dont on parle, qui est Ouais. vraiment terrible. Mais avec une guerre des prix, ben, ça force l'entreprise potentiellement à opérer avec des prix plus bas, des marges plus basses, et voire parfois même en dessous du seuil de rentabilité. Donc ça donne une solide correction. À New York, l'action s'est effondrée de 2,34 $ US. En fait, c'est 36,03% précisément à 4,15 US l'action. Donc vraiment, il y a il y a des débuts de semaine plus durs que d'autres, Jean-François, mais Oui. ça démarre très fort et vraiment pas du bon bord cette semaine. C'est assez terrible. On va s'en reparler plus tard cette semaine en espérant avoir de meilleures nouvelles. Salut Pierre. Écoute, je vais essayer d'avoir le maximum de meilleures nouvelles possibles mercredi, mais à ce rythme-là, je commence à être un petit peu inquiet, je te le cache pas. À suivre. Bye bye.